Et commençons par le plus basique. Quel est le salaire minimum? En quelques mots, Marbellis, comment décrirais-tu la vie au Japon? Les enfants savent coudre, les enfants savent sculpter le bois. D'accord, on leur enseigne la musique, tous les instruments. Tu te verrais retourner au Venezuela? Ah, c'est mon rêve. Vraiment? Mon rêve, c'est de retourner au Venezuela et de m'acheter une petite maison près de la plage. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Ce truc, c'est que Dieu joue littéralement dans notre équipe, je veux dire. Il est vraiment de notre côté. Dieu, il est complètement fou. Si vous aviez vu le bulletin météo pour tous ces jours au Japon, vous auriez dit de venir ici. Ils ont tout gâché, pour ne pas dire autre chose. Comment vont-ils faire cette visite cette semaine? Évidemment, tu planifies une visite 1 an à l'avance, tu ne sais pas qu'il va pleuvoir cette semaine, mais c'était la semaine des cerisiers roses, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, où nous nous sommes concentrés sur la découverte de nombreux cerisiers roses. C'était magnifique, mais nous avons eu du beau temps tous les jours. Impressionnant, non? Et là, je vous salue depuis Osaka. Ce n'est pas Osaka, comme je l'ai toujours cru jusqu'à aujourd'hui, c'est Osaka. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment est la vie au Japon. Une Vénézuélienne, Marbellis, a été notre guide de voyage lors de cette expérience au pays du soleil levant. Et elle vit ici depuis déjà 13 ans, et je veux qu'elle me raconte tout à propos de l'argent, combien il faut pour vivre ici, combien on gagne, combien on dépense. Tout, même les chocs culturels. Quels ont été ses plus grands défis et ses qualités après avoir émigré dans ce pays? Non, tout. Restez avec nous, ça va être très divertissant. Et bien sûr, nous ferons des visites à Osaka et Kyoto. Nous commençons par cet endroit si emblématique que je vais vous montrer 2 fois. D'abord, tout de suite, en plein jour. La très célèbre enseigne Glico, qui existe depuis 1935, va bientôt fêter ses 100 ans depuis son installation. Et évidemment, ça a été un vrai boom. C'était super technologique et innovant pour son époque. Et elle a survécu, regardez, aux guerres mondiales. Elle a littéralement survécu à tout. Et elle est toujours là. Maintenant, la nuit, elle éclaire énormément. Nous sommes à Dotonbori, comme on appelle cette zone très populaire d'Osaka. Restez avec nous pendant que nous continuons à parcourir le pays nippon. Regardez cette particularité. Dans le métro d'Osaka, aux heures de pointe, il y a une voiture réservée uniquement aux femmes. Et c'est pour éviter 2 choses. Premièrement, c'est pour éviter le contact physique des hommes, qui apparemment est un peu excessif dans ce pays envers les femmes. Et deuxièmement, pour éviter qu'on prenne des photos sous les jupes. En fait, je ne sais pas si c'est le cas au Japon, mais je sais qu'en Corée, la vente des iPhones est interdite. Avec le mode silencieux total, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ton appareil photo en mode silencieux, les photos feront toujours du bruit si tu achètes un téléphone en Corée. Et il me semble qu'ici au Japon, c'est la même chose. C'est pour éviter que quelqu'un prenne des photos sous la jupe avec son téléphone. Regardez, il y a des wagons en heure de pointe. Bon, même si on ne voit que des femmes, en réalité, ils peuvent être mélangés. Mais ce qui est aux premières heures du matin avant de partir au travail et en fin d'après-midi quand ils rentrent du travail. Les hommes ne peuvent pas monter dans ce wagon. À partir de là... Elle est restée là, elle est restée. Elle est restée, non, seule, non. Non, nous avons perdu une voyageuse. Enfin, elle ne s'est pas perdue, elle est restée à la station précédente. Maintenant, comme nous sommes un groupe sympa et détendu, nous avons décidé de descendre à la prochaine station pour l'attendre. Elle arrive déjà et ensuite, nous continuons la route. Mais vraiment, le métro et les transports publics ici en général fonctionnent tellement bien, sont tellement précis avec les horaires, que si on est un peu distrait, si on n'est pas à 100% attentif, regardez, ils vous laissent derrière. Et bien sûr, nous sommes 17 personnes en comptant Marbellis. Et évidemment, ça devient compliqué parce que pendant que certains montent, si le train est pile à l'heure, il ferme ses portes. Donc tant pis, il faudra attendre un petit moment, sans stress. Regardez cette folie qui se passe au Japon. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez vu que les escalators. On s'arrête du côté gauche. Ça, c'est à Tokyo. À Osaka, on s'arrête du côté droit, le côté gauche. C'est pour ceux qui courent, comme dans le reste des pays occidentaux. C'est-à-dire dans notre pays. Que je retire. Non, mais à Tokyo, c'est plus comme, disons, le système du Royaume-Uni.
Un nid qui ne s'arrête pas. Mais c'est étrange que dans différentes villes, la façon de faire les choses change. La culture du Japon est très intéressante et elle est super compliquée à comprendre lors d'un premier voyage. Nous faisons notre deuxième voyage au Japon et nous avons encore les yeux grands ouverts, les oreilles bien ouvertes et nous apprenons tout ce que nous pouvons. Maintenant, voyageurs, vous avez déjà vu Marbellis dans des vidéos précédentes ? Vous l'avez déjà vu dans nos stories Instagram, mais je veux faire la présentation officielle de cette Vénézuélienne géniale qui nous guide ici au Japon et qui est ici depuis de nombreuses années. Raconte-moi Marbellis, comment es-tu arrivée au Japon ? Eh bien, je suis arrivée au Japon il y a déjà 13 ans grâce à mon mari. Sa mère est japonaise et son père est vénézuélien. Nous nous sommes rencontrés au Venezuela, mariés, puis venus au Japon pour une opportunité de travail. Ce devait être pour 3 ans, mais cela fait 13 ans. Depuis combien de temps ou depuis quand sa mère vivait-elle au Venezuela et dans quelle région du Venezuela vivait-il ? Nous sommes de Ciudad Bolívar. Tous les deux ? Tous les deux. D'accord. Sa maman a rencontré son papa ici au Japon. Il est venu étudier ici, le père de mon mari. D'accord. Avec une bourse d'études, il y a longtemps, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, ils ont eu mon mari, il est né ici au Japon. D'accord, d'accord. Et quand il avait 12 ans, ils ont déménagé au Venezuela. D'accord. Et je peux te dire qu'il avait environ 28 ans à l'époque où il vivait au Venezuela, ou peut-être 25. D'accord. Et ensuite, ils ont décidé de venir ici. Oui. Qu'est-ce que tu faisais au Venezuela si tu travaillais ? Parce que je ne sais pas à quel âge tu es venu avant de venir au Japon. Au Venezuela, j'ai étudié l'administration à l'université. J'ai obtenu mon diplôme en administration. Et j'ai aussi participé à quelques concours de beauté là-bas au Venezuela. D'accord. J'ai été mannequin et j'ai travaillé pour Plum Rose. Ah, d'accord. Oui. Et donc, vers 2012-2013, tu as décidé de venir. Oui, en 2013. Est-ce qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle vous avez décidé de venir ici ? Eh bien, quand j'ai rencontré mon mari, je ne savais pas que nous allions venir au Japon. Je savais que sa mère était japonaise, mais nous n'avons jamais pensé venir ici, seulement en visite. Il a eu une opportunité de travail ici. Nous avons décidé de tenter notre chance et le Japon nous a accueillis à bras ouverts. Je suis très reconnaissante envers ce pays. En quelques mots, Marbellis, comment décrirais-tu la vie au Japon ? Très tranquille, très sûr, mais il manque quand même cette chaleur, cette affection que nous avons, nous les Vénézuéliens, les Latinos. Et voilà, c'est ce qui manque ici pour être heureuse. Je vais vous dire une chose. Elle me dit que la vie est très tranquille. Moi, je la trouve très mouvementée. J'ai plein de questions, mais c'est vrai que le tourisme et l'immigration, ce n'est pas la même chose. Alors, je veux que tu me racontes ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer la visite et au fur et à mesure qu'on avance, on te posera plus de questions. Alors, en ce moment, nous sommes dans la ville de Kyoto, connue comme l'ancienne capitale du Japon, avant que Tokyo, que tout le monde connaît comme la capitale, ne le devienne. Ici, nous allons aller à Kiyomizu-dera, qui est l'un des temples les plus importants de cette région de Kyoto, l'un des plus anciens, avec 1200 ans d'histoire. Wow! Si. Et nous allons parcourir ces rues, nous allons aller dans les rues de Minensaka, Sanensaka, et nous irons aussi à Yanaka. La pagode, c'est une pagode que tout le monde doit reconnaître. C'est la pagode typique des cartes postales avec les petites rues et les vieilles maisons du Japon. Nous allons voir cela aujourd'hui. Bon, allons-y alors. Allons-y. C'est impressionnant à quel point les vitres du bus sont propres. C'est-à-dire? Si tu fais pas attention, tu sors la tête et tu te prends un coup contre la vitre en pensant que la fenêtre est ouverte. Impressionnant. Les gars, nous sommes dans le quartier de Gion, connu comme le quartier où se trouvent les geishas. Les geishas existent depuis l'an 794, quand la capitale du Japon était Kyoto. Cette période s'appelait la période Heian. Le Japon a connu plusieurs périodes au fil des années, selon les événements historiques importants ou lors du changement d'empereur.
Elles sont nées à cette époque, pendant la période Heian, et elles sont connues parce qu'elles sont des artistes. À l'étranger, on les connaît généralement comme des femmes qui peuvent offrir des services aux hommes, n'est-ce pas? Mais cela est complètement faux. Ce sont des artistes. Elles se préparent depuis leur plus jeune âge. Elles commencent d'abord comme maiko, qui sont des apprentis geisha, puis ensuite elles deviennent des geishas. Elles doivent apprendre l'art, la culture, la danse, tout cela pour offrir un service d'accompagnement, mais c'est plutôt comme si tu allais au théâtre. Elles viennent à cette danse, elles jouent du shamisen, qui est un instrument de musique d'ici, du Japon. Elles apprennent à jouer et à pratiquer la cérémonie du thé, qui est aussi tout un art. Et ce sont elles qui s'en occupent ici au Japon. Elles sont très respectées. Dans cette zone, si nous avons de la chance, nous pourrons en voir quelques-unes. Mais attention, il faudra être très prudente en les voyant. Il faut les respecter et les Japonais les respectent énormément et aucune photo. Oui, pas de photos parce qu'elles n'aiment pas ça non plus. Elles peuvent commencer à partir de 8 ou 9 ans. Mais c'est une décision des parents? C'est leur décision à elles. Aujourd'hui, on ne voit presque plus de geisha, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment ça parce que c'est un art. C'est comme dire une actrice dans notre pays, c'est une artiste. Ce sont elles qui décident, c'est-à-dire qu'elles commencent comme apprenties. Si elles veulent devenir geisha, c'est leur décision une fois qu'elles sont adultes. Elle ne propose pas de services sexuels. Non, elles n'offrent pas de services sexuels. Mais elles accompagnaient quand même des gens de la haute société, non? Comme les empereurs, les shoguns de cette époque, qui étaient un peu comme des propriétaires terriens. Regardez la beauté de ces temples et devant les temples. Quelques sakuras. Waouh! Regardez comme ce cerisier est beau. Quel dommage qu'il fasse un temps aussi pluvieux. Je viens de me cogner. Un coup. C'est-à-dire, je marchais comme ça, je regardais, je marchais comme ça, la tête baissée. Et je me suis pris un coup contre un truc sous lequel je pensais pouvoir passer, et je me suis cogné la tête, puis la joue. Regardez comme c'est enflé et rouge, sacré coup. Nous avons fait une petite pause dans un café pour nous abriter un peu de la pluie. Et regardez comme c'est merveilleux. Nous avons un cerisier rose juste derrière nous. Et Marbélise, je veux profiter de ce moment pour te demander un peu quels ont été, selon toi, tes plus grands défis lorsque tu as émigré au Japon. Au moment de t'adapter donc à cette culture, à cette société qui en plus est tellement différente de la nôtre. Oui, eh bien, ce qui m'a coûté le plus au début, évidemment, c'était la langue, m'adapter aussi à la culture d'ici, qui est très différente de celle que nous connaissons. Pour le japonais, comme au début, je te l'ai dit, on devait rester 3 ans. Je ne me suis pas beaucoup intéressée à la langue et il m'a fallu environ 5 ans pour apprendre. Le plus dur, c'était que mon mari voyageait beaucoup et partait 1 ou 2 mois, alors que j'arrivais avec ma fille de 3 ans. Elle tombait malade, je devais aller à l'hôpital toute seule et à cette époque, il n'y avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc je devais y aller avec un dictionnaire pour écrire ce que je voulais dire et c'était vraiment compliqué pour moi. Et quand j'allais au supermarché aussi, au lieu d'acheter du sucre, j'achetais du sel. Et au lieu d'acheter de l'huile, j'achetais du vinaigre et il y a eu beaucoup de choses comme ça où je me suis dit, mon Dieu, il faut vraiment que j'apprenne la langue parce qu'en vérité, je me sentais analphabète. Bien sûr. Pourquoi ton mari voyageait-il autant? Quelle opportunité vous a amené à vivre au Japon? Quand il était au Venezuela, il travaillait comme guide pour les Japonais là-bas à Canaima. D'accord. Alors, lors d'une visite à Canaima, il a rencontré cette entreprise de tourisme d'ici, du Japon, et ils lui ont proposé un travail parce que son japonais était très bon et son espagnol aussi était très bon. Exactement. Ils lui ont proposé de devenir responsable de l'Amérique latine dans cette entreprise. D'accord. Donc en gros, il accompagne ou guide maintenant des groupes du Japon, mais dans différents pays d'Amérique latine. Des Japonais dans différents pays d'Amérique latine, exactement. D'accord. Et il a évidemment commencé comme guide local au Venezuela pour les Japonais. Oui, exactement. C'est là qu'on l'appelait, lui. Eh bien, il a étudié l'ingénierie des mines. D'accord.
L'opportunité de travailler avec ça s'est présentée et nous n'allions évidemment pas la laisser passer. Je suppose qu'aujourd'hui, plus aucun Japonais ne va au Venezuela. Non, maintenant, pour les Japonais, le Venezuela est une zone rouge. Ils n'obtiennent pas l'autorisation d'entrer au Venezuela. D'accord, hein, donc c'est comme si le gouvernement... Oui, le gouvernement. Le Japon leur dit, si vous y allez, c'est à vos risques et périls. Donc la majorité, ou même toutes les agences de voyage d'ici, ne recommandent pas et ne vendent pas de forfait pour le Venezuela. Ils ne veulent pas risquer d'être tenus responsables si quelque chose arrive, car le gouvernement déconseille d'y aller. J'espère que les choses changent et que les Japonais reviendront, car je m'en souviens vraiment. À plusieurs reprises où je suis allé au Roraima, j'ai vu des groupes de Japonais se promener. Non, et les Japonais sont de bons touristes. Oui, oui. Marbelis, raconte-moi maintenant tes premiers emplois ici au Japon. Quand as-tu commencé? Combien de temps après ton arrivée as-tu commencé à travailler? Dans quoi as-tu travaillé? Et comment as-tu finalement fini par devenir guide touristique? Oui, eh bien, j'ai tout fait. J'ai dû apprendre et me réinventer chaque jour. Comme au début, je ne parlais évidemment pas la langue, mon premier travail a été dans une usine d'Oventos. D'accord. Les Oventos, ce sont des plats à emporter. Comme celle de 7-Eleven et ce genre de choses. Exactement. Et justement, l'usine où je travaillais était celle qui préparait les bentos pour le 7-Eleven. D'accord. Oui. Eh bien, c'était mon premier travail. Dans une usine, l'horaire était de 18h à 5h du matin. Waouh, c'est-à-dire 10 ou 11 heures. Oui, car mon mari travaillait la journée et le soir, je travaillais à mon tour car la petite était encore jeune. Bien sûr. Je gardais la petite jusqu'à 5h, puis il partait et je l'emmenais à l'école. Je devais aller la chercher. Waouh. Dès qu'il rentrait, je repartais. Après ce travail, Oui, après ce travail, j'ai commencé à travailler comme serveuse dans un restaurant espagnol. d'accord. Oui, là-bas, ça s'est très bien passé parce que j'avais des collègues espagnols, argentins, d'Uruguay. C'était vraiment génial de travailler là-bas. Et après ça, dans ce même bâtiment, c'était l'immeuble Cervantes. D'accord. Là-bas, eh bien, les Japonais donnaient des cours d'espagnol et j'ai suivi le cours pour pouvoir enseigner l'espagnol. Et ensuite, j'ai commencé à donner des cours en tant que professeur d'espagnol. D'accord. Et comment as-tu finalement commencé à travailler dans le tourisme? Eh bien, l'idée du tourisme était née parce que d'abord, mon mari, comme il travaille aussi dans le tourisme, il a toujours eu l'idée qu'on monte quelque chose en rapport avec ça. Et j'ai un ami mexicain qui fait aussi du tourisme ici. Et il m'a dit, Marbelli, pourquoi tu n'essaies pas de te lancer dans le tourisme? Et c'est lui qui m'a appris. C'est-à-dire, il m'a embauché. Il m'a appris ce que je sais aujourd'hui. Ensuite, j'ai suivi un cours pour pouvoir moi aussi avoir une licence et pouvoir exercer et comme guide ici au Japon. Et voilà, c'est là que tout a commencé, c'est là que tout est né. Et depuis combien de temps travailles-tu avec Touriste Ando en Japon? C'est bien ça? Touriste et Ando en Japon, c'est ainsi qu'est né ce projet. D'accord. Depuis quand offres-tu des services touristiques au Japon? Comme guide, j'ai 3 ans et demi d'expérience. D'accord. Mais Touriste Ando en Japon est né l'an dernier. D'accord. C'est-à-dire, Avant, tu travaillais pour... je travaillais pour diverses agences. D'accord. Et maintenant, je me concentre sur mon agence pour grandir petit à petit. Magnifique. Bon, vous savez déjà. Si vous voulez venir au Japon, oui. Si vous voulez venir au Japon, vous pouvez le faire à travers Touriste Ando, directement avec Marbelis, Dolocos de Viager. Sinon, vous pouvez aussi rejoindre un de nos groupes guidés organisés 1 ou 2 fois par an. Marbel, j'ai beaucoup plus de questions, mais j'ai aussi très faim, alors allons manger et je continuerai à te poser des questions là-bas. D'accord, allons-y. Allez, alors. Ici, on peut voir une autre variété de cerisier rose, une autre espèce dont le rose est un peu plus intense. Contrairement à celui qu'on voit de l'autre côté de la rue, un peu plus blanchâtre, le rose est juste au centre. C'est vraiment incroyable. On a toute, mais vraiment toute la rue. Regardez. Là-bas au fond. Et si on tourne. Je veux dire, c'est infini. Waouh! Et maintenant, un poème. Regardez cette merveille où nous sommes arrivés.
Ici, ils vendent du ramen au bœuf wagyu. Expliquez à quel point cet endroit a l'air divin. Je vais quand même vous dire quel goût ça a quand j'aurai goûté tout ce qu'il y a au menu. Waouh! Alors, c'est comment? Délicieux. Délicieux. Il y a comme un pâté de truffes. Et le goût du bouillon est très bon. Et regardez, une petite coupe de vin pour célébrer. C'est incroyable. Nous sommes de nouveau au Japon. Et probablement, non, pas probablement, ce sera le premier de nombreux voyages ici au Japon. Bien sûr, avec des merveilles. Santé. Génial. Santé. C'est tellement agréable d'être ici avec elles. Tout ce qu'elles font est merveilleux. Nous avons vécu tant de choses et il nous reste encore beaucoup à découvrir et à parcourir. Alors, prends bien soin de toi. Regardez, 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 regardez. Oh mon Dieu. D'accord, mon amour. Dans cette vidéo, tu vas être la dégustatrice officielle de viande. On va voir si tu ressens la différence entre la plus chère et la moins chère. Je ne sais pas laquelle est la plus chère et laquelle est la moins chère. Bon, goûte-la et on verra bien. Je devais y mettre du sel, mais même sans sel. Elles font dans la bouche, super onctueuses. C'est 10 sur 10 sens. Maintenant, je vais goûter celle-ci. Et maintenant, on passe à celle-ci. Très bonne. Très bonne. Mais on remarque la différence. La tienne est plus haut de gamme, non? Elle est plus douce. Et elles font vite en bouche. Elle est plus tendre, mais c'est ce qui est vraiment bon. Mon Dieu, voyageur, qu'est-ce que c'est bon! Honnêtement, c'était un peu cher. Au final, Valère et moi avons payé 20 000 yens, ce qui équivaut à environ 150 $. Il faut absolument que tu vois cette boutique. Elle te correspond tellement. Regarde. Tout est uni. Et regarde comme c'est beau de l'extérieur. C'est tout, moi, tu vois. Tout. Des t-shirts blancs ou noirs, spectaculaires. Tout uni. Fan. Fan, fan, fan. 12 000 yens, ce qui ferait environ 85 $. Un t-shirt blanc? Mon Dieu. Le Japon peut être aussi économique que coûteux. Je vous le dis, le meilleur ramen que j'ai mangé jusqu'à présent, qui n'était pas au bœuf wagyu, mais au porc et tout ça, m'a coûté 10 $. Le meilleur ramen que j'ai goûté au Japon se trouve à Tokyo. Et ce ramen entre Valère et moi, avec un petit verre de vin, ça nous a coûté 20 000 yens. Ce qui fait quoi? 160 $, 150 $ pour nous deux, avec les 150 grammes de viande pour moi et 100 grammes de viande de meilleure qualité pour Valérie. Coûteux. C'est pour cela que je vous dis qu'il existe des options de tout type. Nous, on mange un repas un peu chic comme ça, genre un tous les 3 ou 4 jours, et le reste du temps, on essaie de manger pas cher. Et comme ça, on équilibre la dépense moyenne quotidienne. Prochaine étape, nous arrivons au temple Kiyomizu-dera. Pardonnez mon japonais fluide, mais c'est un temple vraiment spectaculaire. La quantité de cerisiers roses qu'il y a tout autour est hallucinante. Regardez celui-là là-bas. Non, 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 non. C'est merveilleux. Et une particularité, c'est que son balcon est entièrement fait de bois, mais sans utiliser de clous. Ils n'ont pas utilisé de clous pour assembler les bois entre eux, j'imagine qu'ils ont fait des découpes et les ont emboîtés, mais pas un seul clou. Donc Pablo ici n'a enfoncé aucun clou. Regardez cette particularité qu'on retrouve beaucoup dans les temples ici au Japon.
Ce sont des petites plaques en bois que les gens peuvent acheter et écrire leurs vœux dessus. Regardez par exemple, celle-ci est en espagnol. Bonheur, et ils mettent la date à laquelle ils l'ont écrit. Ici, eh bien, un vœu beaucoup plus long. Et en théorie, quand tout cela est rempli ou à la fin de la journée, une des personnes qui travaillent ici les ramasse tous et ensuite les brûle. Parce que la fumée qui est produite, eh bien, la combustion de toutes ces petites plaques de bois monte vers les kami, qui sont les dieux en lesquels croient les adeptes du shintoïsme, principale religion du Japon. Et donc, ils intercèdent pour que les vœux que tu as écrits là se réalisent. Un fait intéressant? Ce qui est particulièrement intéressant à propos de ce temple, c'est qu'on croyait que si tu sautais de ce balcon que tu vois là-bas en face et que tu survivais, alors tu pouvais faire un vœu et les kami, les dieux, allaient l'exaucer. Pour être honnête, je ne sais pas quel fou a bien pu inventer cette croyance. Beaucoup de personnes ont sauté, mais n'ont pas survécu car c'est vraiment très haut. Et ensuite, ils ont dû mettre en place une interdiction assez formelle, un surveillant, pour s'assurer que les gens ne sautent pas. Et bon, je ne veux plus dire qu'il est interdit de sauter, parce que ça l'a toujours été. Mais quelle croyance folle, surtout à cause de la religion, n'est-ce pas? Marvel, je veux maintenant parler d'un des sujets qui me passionne le plus dans chaque pays que je visite, et c'est l'argent. Combien d'argent faut-il pour vivre? Quels sont les salaires minimums, si les salaires minimums sont aussi les salaires moyens? Si cela suffit pour vivre, combien d'heures on travaille? Bref, tout ce qui concerne la vie professionnelle ici au Japon. Et commençons par le plus basique, quel est le salaire minimum? Le salaire minimum au Japon est d'environ 160 000 à 180 000 yens par mois. D'accord, cela correspondrait à environ 1100 ou 1200 $ à peu près. Oui, et pour vivre, le loyer en dehors de Tokyo coûte environ 50 000 yens. Ce qui ferait environ 300 $ à peu près. Oui, 300 $. Je croyais que ce serait bien plus. En banlieue de Tokyo, C'est pour une chambre ou un appartement? Exactement. je parle d'une pièce où tout est regroupé. Le lit, et Cuisine? salle de bain. Très petit. Si tu veux quelque chose de plus spacieux, ça peut te coûter 70 000, 80 000 yens selon si tu as une famille. Là, ça monte 100 000 bien sûr. Le loyer, D'accord? Et ça, c'est en dehors de Tokyo. en dehors de Tokyo. En nourriture, combien dépense-t-on à peu près? Parce que j'ai vu qu'ici, eh bien, on n'a pas trop l'habitude de cuisiner à la maison. Oui, comme tu peux le voir ici, manger à l'extérieur est très économique. C'est-à-dire que tu peux manger un bon ramen pour 900 yens. Exactement. Cela reviendrait à 7 $. Oui, Et il est moins cher de manger dehors qu'à la maison. d'accord. Mais faire les courses pour une famille, eh bien, nous sommes 3. Et par mois, nous dépensons environ 60 000 yens en nourriture. D'accord, ça ferait environ 300 ou 400 $ à peu près. Et pour les autres services, comme par exemple l'électricité, l'eau, enfin l'électricité, le gaz, je ne sais pas. Le téléphone, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, là aussi, tu dépenses environ 300-400 $ de charge. Pour tous ou pour chacun? Pour tous. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, c'est-à-dire? Comme si l'électricité était l'un des services les plus chers qui existent. D'accord. Oui, moi, par exemple, en hiver, quand on utilise le chauffage, la facture peut atteindre 25 000 yens, ce qui équivaut à, oui, Environ 160, 170 $. Oui, d'électricité. Ok. L'eau et le gaz coûtent environ 100 $ de plus. oui, environ 100 $ de plus ou moins. Tu penses, Marbellis? Ou quand tu travaillais à l'usine, tu gagnais sûrement le salaire minimum, non? Oui, je gagnais à l'heure. Ah, tu étais payé à l'heure. Oui, à l'heure. D'accord. Et c'était 1600 yens de l'heure. D'accord, d'accord, d'accord. 1600 yens, c'est à peu près 10 $ de l'heure, à peu près. Ouais. Et quand tu avais ce salaire, à la fin du mois, il te restait une capacité d'épargne ou pratiquement rien. À vrai dire, Eh bien, à cette époque, je ne travaillais que 4 fois par semaine. Donc oui, il m'en restait parce qu'on additionnait le salaire de mon mari, qui était supérieur au salaire minimum. exactement. Plus le mien, exactement. Alors oui, Il nous restait un petit peu à mettre de côté. d'accord, 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 d'accord. Mais pour une personne, ça va. Je veux dire, le salaire minimum ici suffit, si tu sais t'organiser. D'accord. Oui, mais tu vis juste avec ce qu'il faut. Exactement. C'est-à-dire? Tu ne peux pas te permettre de luxe. Exactement. C'est important parce qu'au moins,
Si le salaire minimum te permet de couvrir tes besoins de base, c'est comme un point de départ pour devenir indépendant. Parce que j'ai compris que les Japonais aiment devenir indépendants très tôt. Les Japonais sont très indépendants. Même les enfants vont seuls à l'école dès 6 ans. Waouh, ta fille est allée seule à l'école à 6 ans? Oui. Ça a été très difficile. Oh, pardon, ça m'a coûté énormément, mais oui, j'ai dû la laisser partir. Waouh. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que je sais qu'au Venezuela, on est très protecteur avec nos enfants. Je suis très protectrice. Je la laissais partir sans qu'elle sache que je la suivais en cachette pour vérifier qu'elle arrivait bien. D'accord, bien sûr, bien sûr. Et jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte et qu'elle me dise « Maman, ne le fais pas parce que tu m'embarrasses. Et moi? Waouh. Waouh. Eh bien, vous pouvez déjà imaginer le niveau de sécurité qu'il y a ici au Japon. À 6 ans, les enfants vont déjà seuls à l'école. Je veux aussi en parler, Marbellis, mais continuons d'explorer. Je veux que tu réfléchisses et que tu me racontes maintenant les plus grandes différences ou chocs culturels que tu as eus, que ce soit dans l'éducation de tes enfants. Ici, j'ai remarqué que les gens sont très silencieux, alors que nous, les Latinos, sommes bruyants. Ça a été un choc pour moi comme touriste. Mais je veux que tu continues. Commence à y réfléchir, je te poserai d'autres questions plus tard. Je suis vraiment fasciné par la visite de ce temple. Je le recommande à 100%, ne manquez pas de le faire si vous venez au Japon. Enfin, plus précisément à Kyoto. Et maintenant, nous allons aller à une pagode qui est totalement gratuite. L'entrée pour ce temple coûtait 500 yens, ce qui fait environ 3 $, donc ça vaut 100% le coût. Et pour aller à la pagode, je vais vous laisser le nom ici à l'écran quand on arrivera. Donc vous n'avez absolument rien à payer. Il faut juste, essayer d'avoir un peu de chance avec le nombre de personnes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est comme ça qu'on a fait lors de notre première visite, et nous y retournerons, mais observez ce magnifique ciel. Regardez, 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 ces couleurs sont magnifiques, même si aujourd'hui il a plu. Eh bien, maintenant, le ciel s'est bien dégagé. Et je crois que la caméra ne rend pas justice aux couleurs de la vie réelle. Ce que je vois avec mes yeux est 10 fois plus beau que ce que je vois à travers l'écran de la caméra. Voyageurs, nous sommes sortis de la pagode alors que la nuit tombait déjà. Et en vérité, nous étions très fatigués et affamés, alors nous avons décidé de retourner à Osaka demain. Nous continuons la vidéo en découvrant comment est la vie au Japon. Mais je ne voulais pas manquer de vous montrer ce restaurant à volonté de grillades japonaises, parce que c'est tout ce qu'on mange ici. Et en plus, regardez notre grand ami Yusuke. Je suis sûr que ceux qui ont vu nos premières vidéos du Japon il y a 2 ans le connaissent déjà, parce qu'on a fait une vidéo en le montrant, mais lui, c'est un Japonais qui aime le Venezuela. Combien de fois es-tu allé au Venezuela? 5 fois. oui, 5 fois. J'y retourne dans un mois. Le Venezuela, on met entre parenthèses, la femme est vénézuélienne. Mais la plus belle du monde. Rien que pour ça, j'y vais? Bien sûr, car tu n'as pas vu les plus beaux paysages du Venezuela. Non, pas encore. Évidemment. Tu as vu les plus beaux paysages du Venezuela. Tous les jours, tous les recoins, oui. Eh bien sûr, il parle super bien espagnol. Oui, mieux que vous. Mieux que vous? Comment dit-on Mariko en japonais? Mariko. Oh non, non, ça ce n'est pas possible. Ok. Bon, mais tu sais, Mariko. Ok. Bon appétit. Nous avons très faim, et la particularité des buffets à volonté ici au Japon, c'est qu'on te donne 1 heure pour manger. Donc littéralement, il faut se goinfrer parce que c'est vraiment pas cher. 4000 yens, c'est environ 25 $, et c'est littéralement tout ce que tu peux manger en 1 heure. Valérie me regarde mal car j'ai dit se goinfrer. Si tu manges à volonté, tu dois essayer de rentabiliser le prix, non? Valérie mange très peu, donc je dois manger pour nous deux. Bon, allez, salut, à demain. J'ai très faim et je suis très fatigué, voilà. Konnichiwa, comment ça va? Pour notre 2e jour d'aventure à Kyoto. Regardez, nous sommes venus au pavillon d'or, également connu sous le nom de temple Kinkakuji. C'est l'un des endroits que je dirais incontournables si vous venez à Kyoto. Tout d'abord pour sa beauté.
En second lieu, parce que c'est comme un temple hybride. Si vous regardez, il mélange un niveau comme un palais, un autre niveau de style samouraï et le troisième niveau comme un temple zen. Et ici, eh bien, on recevait des empereurs et des membres de la royauté dans le passé. Ce que vous voyez en doré, c'est de l'or, littéralement. C'est recouvert de feuilles d'or. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est rien d'autre, c'est de l'or véritable. Et la visite est très belle. Malheureusement, en ce moment, il pleut beaucoup. Regardez le nombre de parapluies des gens. Mais bon, c'est une petite pluie tranquille. Donc ça me permet même d'être sans parapluie et de ne pas être trempé non plus. C'est l'un des 2 arrêts que nous allons faire aujourd'hui. Et bien sûr, continuer à découvrir comment est la vie au Japon. Je veux faire une pause pour vous raconter une histoire assez sombre sur ce temple. Ce que vous voyez ici est en fait une réplique de l'original. En 1950, il y avait un moine qui était obsédé par cet endroit. Un jeune moine novice d'à peine 20 ou 22 ans, il avait un bégaiement sévère. Autrement dit, il avait vraiment du mal à parler. Et cela faisait qu'on le considérait comme laid aux yeux du monde. Au contraire, il trouvait le temple magnifique, comme la plus belle œuvre qu'il ait vue. Cela le faisait se sentir encore plus mal. Alors dans sa tête, car il avait des problèmes mentaux, il pensait devoir détruire tout ce qui était beau pour ne pas se sentir laid. Et à l'aube d'un jour de juillet 1950, il l'a littéralement réduit en cendres. Mais ce temple date de 1397. Autrement dit, plus de 600 ans d'histoire ont été détruits par un moine complètement fou. Le pire, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Quand ils ont interrogé la mère pour savoir si son fils avait des problèmes mentaux ou si c'était un acte totalement rationnel, elle était trop embarrassée. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais cru son fils capable de cela. Après l'interrogatoire, elle est allée à une gare et s'est jetée littéralement. Imaginez le drame. Ils ont arrêté le jeune homme après sa tentative de suicide ratée. Condamné à 7 ans de prison, il a été libéré plus tôt car on a découvert ses troubles mentaux et il a été envoyé en hôpital psychiatrique. Finalement, il est mort en 1956 de la tuberculose. C'est fou, non? Ce que vous voyez ici, c'est une réplique exacte, mais l'original a été complètement brûlé en 1950. De toute façon, ça vaut la peine de visiter. Regardez, même sous la pluie, cet endroit est spectaculaire. Et si vous venez quand il ne pleut pas et que tout est calme, vous pouvez voir le reflet de ce temple magnifique sur le lac. Maintenant, nous continuons notre visite du Japon. Aujourd'hui, la journée a été plutôt bonne, assez pluvieuse. Donc une recommandation très importante, si vous venez pendant la saison des cerisiers roses, qui est entre fin avril et début mai, c'est d'acheter un parapluie. Et n'apportez pas de chaussures qui pourraient être abîmées par l'eau. Exactement. Il y a beaucoup de parapluies, mais les plus, disons un célèbre ici au Japon, ce sont ceux que vous voyez là-bas, qui sont transparents. Parce qu'en plus, ils sont magnifiques. Enfin, les gouttes qui tombent ainsi sur le parapluie et tout ça. Une petite photo, regardez, à côté d'un cerisier rose. Ça, c'est spectaculaire. Moi, de mon côté, j'en ai un bleu, mais avec l'avantage qu'il se replie tout petit, alors que ces parapluies-là ont une grande tige. Et après, c'est difficile de le mettre dans le sac ou quelque chose comme ça. Alors que ceux-ci, oui, ils se rangent tout petits. Enfin, justement, on disait, imaginez que ça devienne populaire d'aller au Venezuela à l'époque où fleurissent les araguanei. Parce que c'est merveilleux. Aller dans les montagnes et voir ces arbres jaunes, c'est spectaculaire. Tout est fleuri. Incroyable. Et regardez cette folie. Nous devons acheter plus d'araguanais? C'est la haute saison au Japon. C'est-à-dire plus qu'à Noël, plus qu'au Nouvel An, plus que pendant les vacances d'été, plus qu'à toute autre période, la saison la plus chère et la plus fréquentée au Japon, c'est celle-ci, celle des cerisiers roses. Donc voilà, vous savez, si vous avez un budget limité, venez à une autre période. Ou si vous voulez venir, disons, à moindre coût, choisissez une autre période. Mais fin avril et début mai, vous savez déjà que c'est plus cher. Surtout pour l'hébergement et les vols. Parce qu'au final, la nourriture, c'est pareil. Je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises qu'on peut manger pour vraiment pas cher. On peut aussi manger très cher. Mais ce qui fait vraiment augmenter le prix, c'est l'hébergement.
Et surtout, si vous voulez aller à l'une des attractions supplémentaires, vous devez réserver bien à l'avance. Nous, par exemple, nous voulions aller dans un musée qui s'appelle Team Labs, qui est un endroit avec des lumières, des miroirs, etc. C'est magnifique. Et voilà, il n'y a plus rien, parce que nous n'avons pas réservé à l'avance. Mais bon, nous savons que nous reviendrons et que nous irons une autre fois. Mais il faut tout réserver au moins 2 ou 3 semaines à l'avance. Si vous pouvez le faire encore plus tôt, c'est encore mieux. Marbé, hier avec toutes ces choses, eh bien nous n'avons pas continué avec les questions. Mais je pense que je t'ai déjà laissé assez de temps pour réfléchir à ce que tu considères comme les plus grands chocs culturels auxquels tu as été confronté, que ce soit en bien ou en mal, ici au Japon, ou bien ce que tu te dis « Waouh, cette culture est vraiment différente de la nôtre », par exemple sur tel ou tel point. Bien sûr. Eh ben pour moi, le plus grand choc culturel que j'ai eu, c'était évidemment la langue. J'ai eu énormément de mal à apprendre la langue. Pour moi, comme je pensais partir dans 3 ans au Venezuela, Bien sûr. je ne me suis pas beaucoup concentrée sur l'étude du japonais. Et ensuite, il m'a fallu 5 ans pour l'apprendre. Waouh. Une autre chose, c'est que les Japonais sont très fermés. D'accord. Oui, il m'est arrivé de travailler avec des Japonais au travail. Ils sont très amicaux, mais quand je les croise dehors, ils ne me saluent même pas, comme s'ils ne me connaissaient pas. Waouh, oui. C'est-à-dire, c'est à ce point-là. Alors, pour moi, ça c'était un peu choquant. Eh bien, parce que les Vénézuéliens sont très joyeux, Amicaux. très amicaux. Et ici, je m'assois dans le train et la personne à côté de moi ne me regarde même pas. Je ne peux même pas parler, dans le train, parce que ce n'est pas interdit légalement, mais c'est mal vu. Bien sûr, ça fait partie de leur culture, que les gens restent silencieux dans les espaces publics. Oui. Donc pour moi, l'un des chocs culturels a vraiment été celui-là, avec les gens réservés. Concernant l'éducation de ta fille, tu m'as déjà raconté que tu la suivais, parce qu'à 6 ans, ils vont déjà seuls à l'école. Et je sais que, bon, en tant que parent protecteur, c'est difficile de leur donner cette liberté, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que tu considères-tu comme le plus dur, ou qu'est-ce que tu te dis « Waouh, ici ils sont vraiment en avance en matière d'éducation ou de scolarité, les enfants à l'école ». Quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé ici au Japon, c'est que l'éducation dans les écoles japonaises est très bonne et que les écoles sont publiques. Le gouvernement t'assigne l'école la plus proche de chez toi selon ta localisation. Et dans les écoles, on apprend aux enfants dès leur plus jeune âge à prendre soin de leur espace. Ici, les enfants doivent nettoyer les écoles. Comment ça? Ils se divisent en groupes. Dans la classe, un groupe est assigné à une tâche. Par exemple, ce groupe va laver les toilettes. Cet autre groupe nettoie le couloir. Wow. Et cet autre groupe range la salle de classe. Je veux dire, jusqu'à laver les toilettes, ce sont les enfants qui le font. Et moi, il m'est arrivé d'y aller et ils les laissent vraiment très propres. Ça, c'est sûr. Waouh! Oui. Au Japon, il faut enlever ses chaussures pour entrer chez quelqu'un. À l'école, ils portent des wabaki. Les wabaki sont des petites chaussures blanches qu'on peut porter à l'intérieur de l'école. Et ceux-là, enfin, ma fille les portait et les ramenait propres. Parce qu'à l'intérieur de l'école, ils devaient la nettoyer et la garder très propre. D'accord. Ils doivent apporter chaussures et wabaki, puis les changer à l'école. Oui. Là, ils les changent. Comme des pantoufles, quelque chose comme ça en fait. Oui, comme les pantoufles à l'école. D'accord. D'accord. Pour que tout soit vraiment impeccable. Oui. Et ce sont eux-mêmes qui servaient de la nourriture à l'heure du déjeuner. D'accord. Oui. Là aussi, on désigne un groupe. Par exemple, ce groupe, cette semaine, va servir la nourriture. D'accord. Alors, Le vendredi, on te donne un uniforme blanc que tu dois emmener chez toi, laver, repasser et ramener le lundi pour que tu puisses l'utiliser. Le vendredi suivant, ils le donnent à l'enfant suivant à qui c'est le tour et là, on répète la même chose, non? bien sûr. Je sais qu'il faut le nettoyer. C'est-à-dire toutes les tâches sont réparties à tour de rôle afin que chacun fasse un peu de tout. Et aux enfants, en plus de ça, on leur enseigne beaucoup d'art. La broderie. C'est-à-dire, les enfants savent coudre, les enfants savent sculpter le bois. D'accord. Ils enseignent la musique, tous les instruments. Waouh. Oui, ça c'est à l'école primaire, non? À l'école primaire, ils t'apprennent pour que tu sois indépendante dans la vie. D'accord. Alors,
Je trouve ça très bien dans les écoles. Ici, contrairement au Venezuela, où il y a des écoles spécialisées en sciences ou en arts, toutes les écoles offrent un enseignement varié, y compris des travaux manuels. On te prépare. On t'apprend aussi à cuisiner. Il y a un moment où on t'apprend différents types de plats. Ici, les enfants aiment beaucoup préparer du curry. D'accord. Oui, oui. Alors, ils sont tout excités parce qu'ils doivent t'apporter les ingrédients et là-bas, ils commencent à éplucher les pommes de terre. En fait, ce sont eux qui préparent le repas et franchement, j'aime beaucoup ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et quelque chose que tu considères comme, disons, de pas si positif ou un choc culturel, peut-être pas avec les enfants, mais dans la vie en général, où tu te dis, ça, je n'aime pas trop ici au Japon. Eh ben, moi, je trouve que les Japonais, comme je te dis, sont très fermés. Oui. Et ici, en ce moment, la saison des sakura est la plus attendue. C'est celle qu'ils... Eh bien oui, ils l'attendent toute l'année parce que c'est une beauté éphémère. Elle ne dure pas longtemps et ils l'apprécient énormément depuis très longtemps, mais c'est aussi une période très triste. Pourquoi? Parce que à cette période, le taux augmente beaucoup. D'accord, d'accord. Et ça pourquoi? Je veux dire, y a-t-il une raison spécifique? On dit qu'en avril commence la nouvelle année fiscale et que les cours commencent aussi, les écoles, les universités. Alors, les Japonais, quand ils n'atteignent pas leur objectif, ils considèrent cela comme une sorte de déshonneur, oui, une honte. Et ils ne veulent pas être une honte pour leur famille. Donc, ils décident de faire cela pour pouvoir, oui, Eh bien, mettre fin à leurs problèmes en mettant fin à leur... Exactement. pour pouvoir mettre fin à leurs problèmes. Mais en ce moment, nous avons un taux très élevé de suicide chez les enfants et les adolescents de 15, 16, 17 ans à cette période. Pourquoi? Parce qu'ils n'entrent pas dans une bonne université ou ils ne réussissent pas à entrer dans le secondaire, au lycée. D'accord. Ici, le lycée est public tant que tu as une bonne moyenne. D'accord. Sinon, tu dois payer pour un établissement privé. Oui, il faut payer et c'est très cher. D'accord. Alors, par honte, que ce soit vis-à-vis de leurs amis comme de leurs parents, ils se suicident. Waouh. Eh bien, j'avais un peu lu à propos de cette forêt. C'était comme si les gens allaient à cet endroit pour mettre fin à leur jour en se pendant à un arbre ou quelque chose comme ça. Mais bon, je n'y suis pas allé, évidemment. Non, cette forêt est effectivement connue parce que les gens y vont. Parce qu'ici aussi, sur les voies ferrées, les frais qui sont générés sont facturés à la famille. Ah, d'accord. Donc évidemment, ils ne le font pas pour ne pas continuer à causer plus de problèmes à la famille. Et aussi, si tu te suicides dans un immeuble que tu louais, cet immeuble perd de la valeur et alors la famille doit aussi payer cela. C'est pour ça que la forêt est devenue si populaire, parce que les gens y vont et personne ne se plaint, bien sûr. Bien sûr, cela ne génère aucune perte monétaire ni de dévaluation. Et ça ne retarde pas les autres, car si tu te jettes sous un train et toute la ligne s'arrête, imagine Tokyo, Avec autant de monde, ça devient le chaos. Et aussi, il y a quelque chose que je n'aime pas, et bon, j'aimerais en parler aussi. C'est que les enfants, dès leur plus jeune âge, subissent une telle pression de la part de leurs parents qu'ils commencent déjà à les préparer pour l'examen qu'ils devront passer pour entrer au lycée. Dès qu'ils entraînent à l'école primaire, cet examen a lieu à quel âge environ? vers l'âge de 15 ou 16 ans, c'est ce que je te disais, c'est l'âge où ils se suicident. D'accord. Donc dès qu'ils ont 5 ou 6 ans et qu'ils entrent à l'école, on les prépare déjà à cet examen. On les prépare sous pression, ce qui crée une compétition entre mamans. Et ton enfant, il suit quel cours? Bien sûr. Ton enfant suit ce cours? Oui. Tu l'as inscrit où? À la natation? Dans ce groupe ou l'autre? Moi, j'ai dit à ma fille, si tu entres, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Fais de ton mieux, mais ce n'est pas la fin du monde si tu n'arrives pas à entrer dans l'école que tu voulais. Waouh, c'est fou. Bon, j'ai beaucoup plus de questions, mais je veux aussi vous montrer cette beauté qui nous entoure et continuer à explorer un peu, parce qu'on va bientôt aller dans un endroit très spécial. Waouh, regardez comme cette forêt de bambou est spectaculaire. Regardez, 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 regardez. Waouh. Et regardez cette beauté. Non, 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 non. C'est incroyable.
Je vais vous dire une chose qui est une réalité quand on vient au Japon. Il faut avoir de la patience, il faut savoir gérer les foules. Venir au Japon sans croiser du monde est quasi impossible, sauf en se levant très tôt chaque jour pour visiter ces lieux. Et le matin très tôt, tu n'as que 15 minutes avant que ça commence à se remplir. Je vous le dis parce que lors de ma visite précédente, je suis allé dans l'un des temples, il s'appelle Fushimi Inari Taisha. C'est celui qui a les torii, les petites arches rouges, super célèbres. J'y suis allé 2 fois, d'abord avec la foule, puis en me levant très tôt. Le matin, j'ai eu seulement 10 minutes pour prendre des photos seul avant l'arrivée de tout le monde. Tu ne peux pas visiter tous les endroits sans foule, car si tu te lèves tôt pour l'un, il sera déjà tard pour l'autre. C'est un peu comme aller à Disney. C'est littéralement comme aller dans un parc d'attractions aux États-Unis. Il y aura toujours du monde. Même si tu achètes le Fast Pass, même si tu viens pendant une saison où il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même beaucoup de gens. Il y aura toujours beaucoup de monde, un peu moins ou un peu plus, mais il y en aura toujours beaucoup. Regardez, je veux vous montrer la beauté de cette forêt, avec la quantité de parapluies qu'il y a. En fait, je vais vous montrer encore mieux. Regardez ça, avec la beauté De la forêt de bambou. Et regardez là-bas, en haut. Mais malgré tout cela, malgré toute la foule, on apprend à apprécier la beauté des lieux. Alors si vous venez au Japon, habituez-vous. C'est comme si on me disait « Écoute, je vais en Inde ». En Inde, il y a des foules, évidemment totalement différentes de celles du Japon, mais des foules quand même. Donc attention, on en profite tout autant. Apprenez à chercher ces petits coins, à regarder ces endroits où tout le monde ne regarde pas, où tout le monde ne va pas. Et oui, on peut trouver des coins paradisiaques, même au Japon, où il n'y a personne. Mais la plupart des endroits les plus viraux et les plus beaux, évidemment, attirent des milliers, voire des millions de personnes. Barbé, nous arrivons déjà presque à la fin de cette vidéo. Vraiment, j'ai adoré en apprendre un peu plus sur la culture japonaise avec toi, Marbélise, et aussi connaître tes expériences en tant que vénézuélienne après avoir déménagé au Japon et tout ce que cela implique de déménager. Mais avant de terminer, je veux te poser quelques questions. Et la première, qu'apprécies-tu le plus dans la vie au Japon? Ce que j'aime le plus, c'est la sécurité. Sortir dans la rue et bien, ne pas avoir peur qu'il m'arrive quelque chose. Envoyer ma fille à l'école aussi et savoir qu'elle va rentrer saine et sauve. Ça, j'ai toujours dit que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Totalement. En plus, eh bien, je sens que quand tu es parti du Venezuela, la question de la sécurité n'était pas vraiment présente. Oui? Je suis arrivée traumatisée par divers événements vécus au Venezuela. Donc ça m'apporte vraiment beaucoup de tranquillité et de paix. Et puis une autre chose, parce que les gens sont très respectueux. Les Japonais sont très respectueux et ça, en fait, on apprend beaucoup en vivant ici du mode de vie des Japonais. Y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu changerais si tu le pouvais? Qu'ils soient plus joyeux. J'aime beaucoup, enfin je suis très sociable et j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis ici au Japon. J'aimerais qu'ils soient plus joyeux, plus heureux, qu'ils sachent gérer. S'ils avaient ça, ils seraient les numéros 1. 10 sur 10. Oui, Te verrais-tu retourner au Venezuela? Pour y vivre? c'est mon rêve. Sérieusement? Mon rêve, c'est de retourner au Venezuela, d'acheter une petite maison près de la plage et d'y rester. Être avec ma famille, avec mes amis, même si la plupart de mes amis ne sont pas là-bas. Mais mon rêve, c'est de retourner dans mon pays. Ici au Japon, je ne me sens pas vraiment à ma place. Et même si j'adore le Japon, j'ai toujours ce vide, ce manque, parce que je veux retourner dans mon pays. Bien sûr. Quand y es-tu allé pour la dernière fois? Il y a 4 ans, As-tu senti que quelque chose avait changé entre ton départ et il y a 4 ans? Ou est-ce que tout était resté pareil? Au moins à Ciudad Bolívar. À Ciudad Bolívar, pour être honnête, les fois où j'y suis allée, je l'ai trouvé de pire en pire à chaque fois.
Il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau. Les maisons semblaient abandonnées parce que les gens n'avaient pas de quoi les peindre ou les réparer. Les rues étaient pleines de trous. La dernière fois que j'y suis allée, c'était très triste car c'était pour dire au revoir à mon père. Mon père est décédé une semaine après que je sois revenue ici au Japon. Waouh! Waouh! Et pourtant, tu rêves encore d'y retourner. Je rêve quand même d'y retourner parce que c'est mon pays. Et je crois que tous les Vénézuéliens qui sont à l'étranger ne se sentent pas complets. Bien sûr. On veut toujours être dans son pays. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici parce que ça me rend nostalgique. Et je veux te remercier non seulement pour nous avoir préparé ce voyage de fou, mais aussi inviter ceux qui regardent cette vidéo si vous voulez venir au Japon. Marbelli, la meilleure, vraiment, elle organise absolument tout du début à la fin et s'adapte à vos besoins. Nous lui avons dit, écoute, c'est un groupe de fous, je veux faire ça, 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 etc. Elle nous a donc préparé l'itinéraire en détail. Vous pouvez aussi, merci, vous pouvez lui écrire sur son Instagram que nous avons affiché plusieurs fois ici à l'écran. Et j'espère qu'un jour, plus tôt que tard, ton rêve se réalisera et que tu pourras retourner au Venezuela. Que tu puisses t'offrir ta maison près de la plage Marbellis. Et être proche de ta famille. Surtout à être proche de la famille, car en vrai, l'une des choses qu'on regrette le plus du Venezuela, c'est d'être près des siens, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, merci encore Marbellis pour tout, et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur tout ce dont nous avons parlé, ou d'autres doutes concernant la vie au Japon, la culture de ce pays ou toute autre interrogation. Si une question vous passe par la tête, laissez-la en commentaire, je les lirai. Si je n'ai pas la réponse, je demanderai à Marbellis. Et je vous répondrai là-bas en clarifiant les doutes qui peuvent être les mêmes pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, on se retrouve un autre jour avec une nouvelle vidéo. au fait, les voyageurs, je ne pouvais pas terminer la vidéo sans vous montrer ce dont je vous ai parlé. Le jour, c'était spectaculaire, mais la nuit, regardez cette beauté.